Explorer les aspérités de la vie, traverser les émotions, rester debout dans un monde en mutation. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions pour nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Parce qu'ici, on arme les esprits. Épisode 48. Je suis trop stressée. Pourtant je sais que c'est dans la tête. Vraiment ? Je suis trop stressée. J'en peux plus. Pourtant, objectivement, j'ai de la chance quand même. J'ai un boulot, une famille, des amis. Je sais que c'est dans la tête, mais j'arrive pas à l'éliminer. Ces phrases, c'est une perle, ou plutôt un collier de perles. Et si elles vous paraissent familières, c'est normal. Vous les avez peut-être entendues dans la bouche d'un collègue, au travail, qui se sentait surchargé ou fatigué sans comprendre l'origine de cette fatigue. Vous les avez peut-être, voire sûrement, entendues dans la bouche de vos patients ou clients si vous faites un métier de l'accompagnement. Peut-être même que c'est quelque chose que vous vous êtes déjà dit. Vous savez, avec cette petite touche bien culpabilisante, sous-entendue « je suis vraiment nul de ne pas y arriver, de ne pas réussir à faire face ». Pourquoi je dis que c'est un collier de perles ? Parce que cette phrase enchaîne les idées reçues et les fausses croyances sur le stress. Oui, ça paraît logique, dit comme ça. Et pourtant, cette phrase à elle seule vient enfermer la personne dans une telle impuissance que ça donne presque envie d'abandonner avant même d'avoir essayé. Avec cette petite voix perfide là qui murmure « Quand même, tu as tout et tu es encore stressé ». Cette phrase, elle transmet l'idée que le stress c'est forcément une anomalie, qu'il serait toujours une conséquence négative, qu'il suffirait de comprendre, de se dire qu'on a de la chance, et puis de relativiser ou de mieux gérer pour s'en débarrasser. Et puis il y a aussi cette idée que l'individu serait seul maître à bord, comme si nous n'étions pas tous pris dans notre histoire, notre culture, dans la société, et aussi bien sûr dans notre biologie. Alors est-on vraiment égaux devant le stress ? Peut-on vivre sans stress ? Et faut-il systématiquement chercher à l'éliminer ? Je vous propose dans cet épisode de déconstruire quelques idées bien ancrées et de regarder d'un peu plus près ce qu'est vraiment le stress. Comme d'habitude, je m'appuierai sur des travaux scientifiques, notamment de l'INSERM, et aussi un article de l'encyclopédie médico-chirurgicale. Je précise que l'auteur de l'article de l'EMC est à la fois psychiatre, psychanalyste et a un doctorat, un PhD en sciences cognitives. Les références seront disponibles bien sûr comme à chaque fois dans les notes de l'épisode. Alors, est-ce que le stress est toujours un ennemi ? C'est peut-être par là qu'il nous faut commencer. Le stress est-il toujours négatif ? Est-ce que le stress est toujours une mauvaise chose pour notre organisme ? Et est-ce qu'il est forcément pathologique ? Et puis d'abord, c'est quoi le stress ? Le stress, une maladie ? Figurez-vous que c'est seulement au cours du XXe siècle que le mot stress est passé dans le langage médical. Ce mot vient du vieux français déstress qui s'écrit C-E à la fin. Déstress, c'est la détresse. Ça parle du vécu subjectif ressenti face à une contrainte ou à une difficulté. Mais le mot stress nous vient aussi du terme anglais stress, qui lui-même vient du terme français déstress, dont je viens de vous parler. Ce terme anglais de stress était appliqué à une souffrance matérielle. Vous savez, quand une force vient faire pression sur un objet jusqu'à ce que celui-ci cède. Puis, le mot stress est arrivé dans le domaine de la physiologie, comme réaction visant au rétablissement de l'homéostasie, de l'équilibre. Et enfin, il est arrivé dans le domaine médical. Alors nous voilà bien avancés. Mais c'est quoi le stress ? Eh bien, c'est un processus complexe. Pour faire face à tout ce qui nous arrive, aux sollicitations externes, l'organisme doit effectuer des ajustements constants pour préserver l'équilibre du milieu intérieur. C'est ça le fameux principe de l'homéostasie. Le stress, lui, constitue à la fois la cause
est la conséquence de ce processus biologique. Il est donc au service de l'action et au besoin, au service de la survie de l'individu. Donc non, le stress n'est pas une maladie. Il se déroule en 3 temps. Une phase d'alarme, une phase d'adaptation, une phase d'épuisement quand nos capacités sont débordées. Et c'est bien dans cette 3e phase que des lésions peuvent apparaître si le système ne retrouve pas son homéostasie, son état d'équilibre. Tout ça, eh bien, ça veut dire que le stress est un processus, une réponse biologique normale et essentielle. Il est en quelque sorte un outil que l'organisme a à sa disposition. Si je le dis autrement, le stress est au service de la vie, de l'action, car il nous permet de nous adapter. C'est bien quand les capacités d'ajustement sont débordées, quand on a atteint le point de rupture, que peuvent survenir des maladies. Mais le stress n'en est pas une. Vous voyez la différence ? Mais pour la plupart d'entre nous, quand nous sommes sujets au stress, on est là à se dire « mais comment je peux le faire partir ? Parce que j'aimerais tellement ne plus être stressé, vivre sans stress. » Alors est-ce que c'est possible ça, de vivre sans stress ? Peut-on vivre sans stress ? Bon, eh bien la réponse, je vous le dis tout de suite, c'est non. En fait, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vivre sans stress, ça serait même dangereux pour notre organisme, parce que ce serait perdre un précieux moyen d'adaptation. Donc tous les programmes de développement personnel qui vous vendent l'idée d'une vie sans stress, déjà, vous pouvez les mettre à la poubelle, car le formuler ainsi, c'est ne rien avoir compris à ce qu'est le stress. L'idée d'une vie parfaite, sans stress, c'est bien pour Instagram. Mais ça n'a aucune réalité biologique. C'est un mythe. Parce que je le répète encore une fois, le stress, c'est un élément normal de régulation et d'adaptation au service de la vie et parfois même de la survie. Il nous permet de nous mobiliser quand nous devons faire face à quelque chose de difficile. Par exemple, vous êtes plutôt réservé et timide et vous devez faire une présentation devant une dizaine de personnes. C'est une situation qui va déclencher du stress, ce qui signifie que l'organisme est en train de s'adapter et in fine, cela vous permettra de faire cette fameuse présentation. Si l'organisme n'avait pas cette capacité d'adaptation, il ne pourrait tout simplement pas survivre à toutes les pressions extérieures. Le stress est-il une émotion ? Ça, c'est une question intéressante. Parce que le stress est souvent confondu avec la peur, parfois avec la colère, et chez certaines personnes, avec la tristesse. Or, le stress n'est pas une émotion. C'est un processus biologique global qui dépasse l'émotion, qui est bien plus vaste que ça. Le stress est un peu comme un chef d'orchestre qui fait communiquer 4 systèmes de notre organisme. Le système nerveux central, le système nerveux autonome, le système endocrinien et le système immunitaire. Alors je vais vous épargner ici tous les détails de la physiologie parce que c'est vraiment super complexe. Là encore, les gens qui vous disent que c'est juste une histoire de cortisol, c'est complètement faux. Bien sûr, le cortisol joue son rôle dans le stress, mais plein d'autres médiateurs chimiques interviennent avec des boucles de rétroaction à plusieurs niveaux. Si vous voulez creuser cet aspect, je vous invite à aller lire l'article de l'EMC. Et puis, il n'y a pas que ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Cette fameuse interaction entre les 4 systèmes dont je viens de parler. Ah non, parce que comme j'ai l'habitude de vous le dire maintenant, eh bien nous ne nous résumons pas à notre cerveau ou à notre biologie. Nous ne vivons pas seuls, mais avec d'autres humains. Le stress est aussi le résultat d'une relation dynamique avec l'environnement. Et si je vais plus loin, avec l'altérité. Il intègre une dimension temporelle en lien avec la mémoire, l'anticipation. Vous la connaissez sûrement, cette anticipation, c'est celle qui peut faire monter le stress et cette sensation d'urgence en amont d'un événement à venir. Pourquoi le stress donne-t-il une impression d'urgence ? Cette sensation d'urgence qu'on ressent, c'est quand on enclenche le gros bouton rouge. C'est une fonction de sécurité qui nous dit « Alerte, alerte, il se passe un truc, il faut réagir tout de suite ». Et là, on mobilise le système nerveux autonome, en particulier le système sympathique.
il va permettre de mobiliser rapidement les réserves d'énergie, de préparer le corps à l'action. Autrement dit, c'est un accélérateur de préparation. Il peut même aller jusqu'à enclencher le mode survie. Vous savez, on en a parlé dans l'épisode 46, Traverser une crise. Le mode survie, c'est principalement 3 types de réactions. La fuite, le combat, la sidération. En cas d'urgence, on n'a pas forcément le temps de faire ce qu'on fait d'habitude. Ah oui, c'est le principe de l'urgence. Mais le corps est bien fait, parce qu'il existe un double circuit émotionnel. Un circuit court pour la réaction d'urgence, et un circuit long pour la reformulation et l'analyse de la situation. Et en cas de stress intense ou chronique, c'est ce second circuit qui est court-circuité. Mais alors avec tout ça, est-ce qu'on peut encore dire que le stress, c'est juste dans la tête ? Le stress, c'est rien que dans la tête. Et là revoilà la grande question de la dualité corps-esprit. Alors si on était un peu tatillon, on pourrait distinguer les stress cognitifs et les stress non cognitifs. Dans les stress cognitifs, on pourrait mettre tout ce qui est directement reconnu par le système nerveux central, les émotions, les traumas, les événements psychiques divers. Qui dit cognitif, dit traitement des perceptions, avec intervention de la mémoire. Mais ce traitement dépend lui-même du contexte émotionnel et physique, donc du stress. Et dans les stress non cognitifs, on pourrait y mettre les blessures physiques, les infections, les inflammations, etc. Mais tout ça, ça peut bien sûr retentir sur le système nerveux et s'exprimer sous une forme psychique aussi. Typiquement, j'ai une douleur cardiaque, stress non cognitif, mais comme je sais que le cœur c'est quand même vachement important, je fais le lien entre douleur et infarctus, et là je commence à angoisser, et ça devient du stress non cognitif. Vous voyez bien qu'il est donc assez illusoire de vouloir séparer corps et esprit dans cette affaire. Le stress, une vue de l'esprit ? Je vous ai rapidement parlé de la physiologie du stress tout à l'heure. Alors nous pouvons déjà répondre à cette question. Non, le stress, ce n'est pas juste une pensée, ce n'est pas juste dans la tête, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Le stress, c'est une réalité biologique et physique tangible. Il mobilise l'ensemble de notre organisme à travers des mécanismes chimiques et cellulaires précis. Il n'est pas non plus localisé au seul cerveau. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Il joue le rôle de chef d'orchestre de nos 4 systèmes. Système nerveux central, système nerveux autonome, système endocrinien et système immunitaire. Et tout cela dans une dynamique de coopération. Par contre, il est maintenant bien documenté qu'un stress psychologique peut avoir des effets sur notre corps. Exemple concret, les troubles digestifs. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir une échéance importante et le stress qui va avec. Et puis, vous commencez à avoir mal au ventre. Peut-être même jusqu'à avoir de la diarrhée. Bref, vous avez les boyaux retournés. Alors, est-ce que c'est dans la tête tout ça ? Est-ce que c'est votre esprit qui se dit « Tiens, je suis stressé, donc j'ai mal au ventre ?» Et là encore, on voit que la dualité corps-esprit, elle ne fonctionne pas. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est que le stress va venir opérer de véritables modifications physiques. Le cortisol va aller se fixer sur les récepteurs des neurones intestinaux. Il va donc y avoir augmentation de l'acétylcholine qui va forcer les muscles de l'intestin à se contracter. Résultat, douleur, accélération du transit, etc., etc. Ce que je vous dis là, ça a été étudié chez la souris par des chercheurs de l'INSERM. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait un centre unique d'information et de décision situé dans le cerveau. Désormais, on est sur une compréhension plus large. Il y aurait un ensemble d'organes de gestion locale du stress, utilisant les mêmes médiateurs, les mêmes cascades de réactions, et qui seraient en relation dynamique et réciproque avec le cerveau. Le cerveau aurait donc un rôle d'agent de régulation, mais pas seulement. Il garderait aussi des activités spécifiques. D'une part, la gestion du stress émotionnel et son utilisation, et d'autre part, l'organisation comportementale associée aux troubles s'exprimant par le corps. Bon, mais maintenant qu'on a fait le point sur cette intrication corps-esprit,
On pourrait se demander si le stress est conscient ou inconscient. C'est une bonne question, ça, non ? Le stress est-il conscient ou inconscient ? Eh bien, les deux, mon général. Ça veut dire concrètement que vous ne savez pas toujours quand vous êtes stressé. Et c'est pas forcément un problème d'ailleurs. Ça le devient quand le système est dépassé sur une longue durée. Donc là, on parle de stress chronique. La personne se suradapte, ça ne se voit pas forcément socialement, mais un jour, elle atteint le point de rupture et c'est là que les symptômes apparaissent. Alors pour que vous ayez les idées claires d'emblée, dans ce que je vais vous dire maintenant, on va toucher à deux types de théories. La théorie psychanalytique d'une part et la théorie cognitiviste d'autre part. Différence de vocabulaire, mais aussi de conception. Une grande partie de la réponse au stress est inconsciente. Inconscient, dans la conception cognitiviste, c'est ce dont on a parlé avec le court-circuit que le stress provoque dans la situation d'urgence. C'est-à-dire que c'est un processus automatique qui n'est donc pas conscient. Typiquement, quand on utilise notre système sympathique, c'est inconscient. On ne se dit pas « Allez tiens, je vais activer mon sympathique là ». Non, ça se fait tout seul. L'inconscient dans la théorie psychanalytique, c'est pas du tout pareil. L'inconscient, c'est un endroit qui est par définition inaccessible à notre conscience, qu'on peut un peu imaginer comme un réservoir de pulsions, de conflits inacceptables, de souvenirs refoulés. Et ce gros réservoir, donc l'inconscient, eh bien on le remplit via des mécanismes de défense. Refoulement, évitement, intellectualisation, déplacement, distorsion de la réalité, projection, déni, dissociation, répression affective, etc., etc. Il existe des mécanismes de défense plus ou moins matures, l'humour et la sublimation étant des exemples de mécanismes de défense évolués. Alors ces mécanismes de défense, ils ont été répertoriés, dénombrés, classés, ce qui a donné une possibilité de les évaluer par de la recherche. Passons maintenant à la partie consciente du stress. Cette partie consciente, elle a surtout été théorisée par les cognitivistes dans les années 80. C'est ce qu'on appelle le coping. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. La théorie du coping, elle est intéressante parce qu'elle définit d'emblée le stress comme quelque chose d'une relation entre l'individu et son environnement. Et cette relation, eh bien, elle est dynamique et bidirectionnelle. C'est-à-dire que la personne influe sur l'environnement et l'environnement influe sur la personne. Le coping, qui est conscient, c'est tout ce qu'on fait volontairement. Et il procède en deux phases. La phase 1, c'est l'évaluation primaire. Je me dis, est-ce que cette situation est menaçante ? Est-ce qu'il y a un enjeu ? Cette évaluation va en partie reposer sur nos croyances de base. La phase 2, c'est l'évaluation secondaire. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? Surtout si je suis devant quelque chose de menaçant. Pour y répondre, on va mobiliser notre capacité d'ajustement, nos ressources qui peuvent être psychiques, matérielles, physiques, sociales. Finalement, le coping, c'est tous les efforts comportementaux et cognitifs que je vais faire pour mieux tolérer la situation, la réduire ou la maîtriser. On va donc à la fois agir sur la régulation d'émotions, c'est-à-dire comment je soulage ma détresse, et sur la résolution de problèmes. Donc là, je vais prendre des informations, je vais être en recherche active de solutions, élaborer des stratégies, et puis enfin prendre une décision et la mettre en pratique, c'est-à-dire passer à l'action. Alors là, évidemment, je vous ai dressé un tableau assez idyllique, mais en réalité, tout n'est pas bien séparé dans des cases comme ça. Vous en doutez, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, si j'arrive pas à réguler mes émotions, eh bien je vais avoir du mal à réfléchir pour trouver des solutions. Autre exemple, si les solutions que je trouve se heurtent à des conflits avec mes propres valeurs, eh bien je serai devant un dilemme, ça risque d'augmenter mon stress. Et tout ça, ça peut faire des cercles vicieux ou des cercles vertueux dans d'autres occasions, surtout si ça vient résonner avec des situations déjà vécues.
Est-ce que le stress altère notre capacité à penser ? Voilà une question vraiment importante à l'heure où nous avons plus que jamais besoin de préserver notre capacité à réfléchir et notre esprit critique. Là, nous allons parler des effets du stress de phase 3, c'est-à-dire le moment de l'épuisement. Nos capacités sont dépassées, notre organisme ne réussit plus à s'ajuster, et c'est à ce moment que le stress devient réellement agressif pour l'organisme. La personne se retrouve dans une situation d'accumulation et de surrégulation permanente qui lui est impossible de suspendre. Et on vient de le voir, dans les situations où l'activité émotionnelle n'arrive pas à se réguler, elle peut gêner le deuxième aspect du coping, à savoir la recherche de solutions. Je vous ai dit tout à l'heure rapidement que le stress mobilisait un double circuit émotionnel. Un circuit court qui réagit dans l'urgence, dont le trajet est signal visuel, donc les yeux, le cerveau, thalamus, puis amygdale, et ensuite réaction motrice instantanée, par exemple je cours. Et à côté de ça, il y a le circuit long qui mobilise la reformulation, l'analyse de la situation. En cas de stress intense ou chronique, ce circuit long peut littéralement être mis hors d'usage. Et la conséquence de ça, c'est qu'on peut agir n'importe comment. Autrement dit, il peut en découler des actes irréfléchis qui auront potentiellement des conséquences sur notre vie sociale. Par ailleurs, le stress intense ou chronique a clairement un impact sur les fonctions cérébrales et leur développement durant l'enfance. Mais ça, on y reviendra en détail dans le prochain épisode. Le stress peut-il affaiblir le système immunitaire ? Le stress peut donc avoir des effets délétères lorsqu'il s'installe ou est très intense. Mais peut-on dire qu'il peut aller jusqu'à jouer sur notre immunité ? Ou est-ce que c'est une idée farfelue héritée d'une croyance populaire ? Vous savez, le fameux « je suis tellement stressé que j'ai chopé un rhume ». Eh bien, pendant longtemps, nous avons cru que le système immunitaire fonctionnait en toute autonomie et un peu de manière isolée. Mais en réalité, on sait aujourd'hui qu'il est en dialogue constant avec le cerveau, le système nerveux autonome et le système endocrinien. Il existe tout un réseau de routes, un câblage direct entre les organes où naissent nos cellules immunitaires, essentiellement rate, ganglions, et le système nerveux. Ce câblage, il est fait de fibres nerveuses. Je vous parlais d'un dialogue constant entre les différents systèmes. Ce dialogue, il utilise son propre langage, ses propres mots, qui s'appellent hormones, cytokines, neuropeptides. Cette communication biologique permet au stress de parler à notre système immunitaire. Et oui, il peut affaiblir directement nos défenses. Une expérience a par exemple été menée chez des étudiants en première année de médecine aux États-Unis. Les chercheurs ont montré une diminution de cellules de défense spécifiques de l'immunité, en l'occurrence des cellules tueuses et des interférons leucocytaires, autour d'une période de stress qui était la période des examens. Je ne vous cite pas là toutes les études, mais je vous renvoie à l'article parce qu'il y a de nombreux travaux qui ont montré la sensibilité des réponses immunitaires aux événements de vie et aux états émotionnels. Par ailleurs, la dépression pourrait intervenir comme médiateur supplémentaire. En d'autres termes, les altérations de l'humeur pourraient aussi augmenter ce phénomène de détérioration immunologique lié au stress. Donc, est-ce que la fameuse phrase « je suis stressé donc j'ai chopé un rhume » est scientifiquement fondée ? Eh bien oui. Attention, le stress ne crée pas de virus, mais il désarme biologiquement, physiquement nos barrières immunitaires qui sont normalement censées combattre les virus. Autrement dit, si nos barrières immunitaires sont abaissées, eh bien, si un virus passe, on l'attrapera plus facilement. Mais c'est pas tout. Figurez-vous que le stress peut aussi simuler une infection. C'est ce qu'on appelle le comportement maladie, sickness behavior. Il s'agit d'un ensemble de réactions physiques et mentales qui imitent les premiers signes d'une maladie virale. Fatigue intense, envie constante de dormir, perte d'appétit, désintérêt pour ce qu'on aime faire d'habitude. Ici, ce n'est pas un microbe qui cause cet état,
mais les messagers chimiques eux-mêmes, les cytokines inflammatoires. Ces cytokines, elles sont produites lors d'un stress, elles vont alerter le cerveau en empruntant le réseau, le câblage nerveux dont nous avons parlé. Ce comportement maladie intervient comme une adaptation de l'organisme. Tout comme la peur nous prépare à fuir, ce comportement maladie force notre corps à se mettre au repos pour économiser son énergie et se focaliser sur la protection face à une agression qu'il anticipe ou qu'il subit déjà. Si je le dis autrement, le stress est aussi capable de nous convaincre, de convaincre notre cerveau que nous sommes déjà malades pour nous forcer à lever le pied. Mais bien sûr, vous vous doutez que nous n'avons pas tous la même vulnérabilité face à tout ça. Et c'est exactement ce que je vous propose d'explorer dans le prochain épisode. Conclusion. Alors pour conclure et pour avoir les idées claires, voici ce que nous avons déjà posé dans cet épisode. Le stress fait partie de nous et de notre vie. Il n'est pas une maladie, c'est un mécanisme d'adaptation. L'organisme ne pourrait pas faire face aux contraintes du réel sans cette réaction de stress. Par contre, c'est bien lorsque nos capacités d'adaptation sont dépassées que le stress devient délétère, s'il est trop intense ou s'il devient chronique. Il n'est pas une émotion, mais un processus biologique global qui ne se réduit ni au cortisol, ni au cerveau. À l'intérieur de notre corps, il est en relation dynamique avec nos différents systèmes. Système nerveux central, système nerveux autonome, système endocrinien, système immunitaire. Et à l'extérieur de notre corps, il entretient aussi une relation dynamique avec l'environnement au sens large. Il s'inscrit dans une dimension temporelle de mémoire, d'anticipation, de projection dans l'avenir. Sa fonction de préservation de notre organisme l'amène à créer ce sentiment d'urgence par une mise en alerte, notamment via le système nerveux sympathique. Il n'est pas juste dans la tête, il est une réalité biologique et physique tangible. Autrement dit, la séparation corps-esprit ne tient pas. Le stress est à la fois conscient et inconscient. Quand il devient intense et chronique, il peut altérer notre capacité à penser. Et enfin, il agit sur notre système immunitaire en désarmant temporairement nos barrières sans créer lui-même de virus. Au total, le stress n'est donc ni l'ennemi à abattre, ni un simple problème de volonté. C'est un mécanisme complexe et puissant, mais qui ne nous touche pas tous de la même manière. Dans le prochain épisode, je vous propose justement de comprendre cette vulnérabilité. Et vous verrez que ça va bien au-delà d'une simple histoire de génétique. Parce que si le stress est universel, la façon dont il nous touche dépend aussi du contexte et de notre environnement. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.